Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec cette fois-ci un retour sur quelque chose de plus conceptuel ou fondamental entre la distinction entre un moteur de base de données de type Pro et un moteur de base de données orienté colonne. Donc ça c'est quelque chose qui me semble important de revenir dessus parce qu'on retrouve ces différents types de moteurs ou ces différentes approches suivant des moteurs de base de données bien connus, type Postgres, type Cassandra, et parfois on fait des choix sans réellement avoir en tête certains éléments qu'il faut avoir pour pouvoir faire les bons choix, on va dire, éventuellement pour anticiper des besoins futurs et des évolutions futures. Alors on va repartir sur ce mode-là tranquillement. Donc à côté, j'ai un exemple de table toute simple qu'on peut très bien modéliser à la fois avec une base de données de type Pro, avec une base de données de type colonne également. Là, on va parler, donc là ce qu'on voit ici à l'écran, c'est sa représentation logique, donc sous forme de table. Donc c'est la représentation qu'on se fait nous à l'esprit, mais c'est pas la représentation telle qu'elle est stockée sur la machine dans ce qu'on appelle les data files. Donc là, en gros, on a quoi? On va dire une table avec des personnes, leur localisation et en même temps leur âge. Donc on distingue 4 colonnes, une première colonne qui est l'identifiant, l'ID, une deuxième colonne qui est le prénom, une troisième colonne qui va être la localisation et une quatrième colonne qui est l'âge de la personne. Donc ce qui est important à avoir en tête, première chose, c'est bien le stockage et non sa représentation sur lequel on va parler, et c'est sur ces éléments-là qu'on distingue le stockage de type du coup row ou le stockage de type colonne. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Parfois, les personnes ont l'impression que quand on débute, on se dit tiens, finalement c'est une représentation différente visuellement. Non, pas du tout. C'est vraiment le stockage où ça repose. Ensuite, donc il y a d'autres paramètres sur lesquels on va pas forcément revenir dessus, mais il y a d'autres paramètres qui vont jouer en dehors de ce qu'on va voir dans la vidéo. Là, on va conceptualiser les choses, on va faire abstraction de pas mal de petites notions pour se focaliser vraiment sur les fondamentaux de ce qui différencie ces deux concepts. Donc par exemple, on a l'évolution donc liée au matériel au cours des dernières années, qui a aussi engendré la possibilité de passer d'un modèle à l'autre plus ou moins facilement, donc notamment là, avec le passage au SSD qui permet d'intensifier les écritures et les lectures beaucoup plus facilement, et également l'accessibilité plus facile au stockage par exemple, et même le coût également de tout ce qui est CPU ou RAM. Donc derrière on va pouvoir mobiliser beaucoup plus d'éléments, et ce qui fait que également, donc en termes de moteur de base de données, les évolutions ont pu être accompagnées et en tout cas incitées aussi avec ces évolutions matérielles. Les datas, on va se les représenter sous forme de blocs contigus. On appellera ça des chunks et on va pas rentrer dans les détails, donc on va faire abstraction un petit peu de ces blocs qui sont variables, on va dire, en plus, suivant les moteurs de base de données. On va pouvoir définir des tailles différentes, à la fois d'un point de vue applicatif, donc de la database en elle-même, mais également d'un point de vue file system en dessous. Donc du coup, on va pas rentrer sur ces éléments-là non plus. Attention, il y a aussi d'autres encore paramètres qui rentrent en compte. La possibilité d'indexer, certains moteurs de base de données ne permettent pas d'indexer par exemple, ou en tout cas l'effet de l'indexation sera relativement mineur. Et puis l'autre élément qui joue aussi énormément, terriblement, c'est la possibilité de distribuer la donnée sur un cluster plus ou moins étendu. Par exemple, classiquement, on va dire, une base de données de type Pro est généralement beaucoup moins distribuable et distribuée de fait qu'une base de données orientée colonne sur laquelle on peut avoir des milliers de serveurs dessus. De la même manière, on pourrait ramener aussi au caractère acide, donc à la consistance de la donnée notamment, par exemple, en opposition donc entre le format RAW, sur lequel on va pouvoir avoir une donnée relativement acide, je vais pas revenir sur l'ensemble des éléments dessus, et sur une base de données colonne sur lequel l'acidité est relativement plus difficile à obtenir par rapport à celle-ci. On parlera plutôt de CAP theorem dessus. Alors, donc on va commencer par la modélisation en format RAW, et donc si on reprend notre modèle que l'on a juste à côté, si on doit se la représenter en format RAW, donc on va faire une petite séparation comme ceci. Donc on va avoir le format RAW juste ici, voilà.
Et si on prend sa représentation de ce format RAW, on va imaginer qu'on a des data files. Hop là, non, ça c'est pas le bon modèle, voilà. On va imaginer qu'on a des data files, donc des fichiers de stockage de données, qui ont pour objectif donc de stocker cette donnée suivant le moteur que l'on a et la représentation de ces data files, en tout cas la modélisation en tout cas que ce moteur va avoir besoin de mettre en place, la structuration de cette data que va utiliser ce modèle. Donc derrière, donc on est en format RAW. Format RAW, ça signifie qu'en fait on va prendre chaque ligne ici et chaque ligne va être injecté au fur et à mesure. Donc imaginons qu'on considère que on atteigne éventuellement en plus la taille maxi de notre chunks. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si je prends la première ligne, du coup, je vais chercher à stocker la première ligne. Donc, si je cherche à stocker la première ligne, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1. Alors, on va faire une modélisation qui ressemble à rien, hein, mais avec un point virgule pour distinguer la séparation entre les champs, admettons. Hein. On va donc faire notre première ligne. On va dire, ok, j'arrive à 18. Comme ceci, et je sais que j'arrive à la fin de ma première ligne d'un point de vue représentation ici, et donc je suis toujours dans un chunks, donc un data file en particulier. Je vais modéliser, donc le moteur va modéliser le changement de ligne, de ligne représentative à gauche, et derrière donc on va passer à l'enregistrement de cette deuxième ligne. Donc on arrive ensuite en bout, on va dire, de nos fichiers qui potentiellement peut être remplis. Et donc derrière, on va procéder à la même opération pour les lignes suivantes. Donc on va continuer à dérouler, notre moteur va continuer à dérouler les choses comme ceci. Hop là. Donc on va passer à 3, comme ceci. On va continuer comme ça. Donc on est sur Lyon ici, et 22. Et puis on va toujours représenter le fait de scinder en ligne, donc on passe à la ligne suivante, 4, donc ce qui va permettre à notre moteur de base de données, quand il va rechercher et avoir besoin de scanner la donnée, de pouvoir se représenter les choses et se dire, ok, j'arrive à la limite de ma ligne en question. Donc là on a Anne, elle est à Lille, et on va dire sur un âge de 41. Donc ça c'est important, donc on se retrouve avec ce modèle-là, c'est la représentation d'une base de données de type RAW. Derrière, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'une ligne est égale à un enregistrement. En tout cas, oui, une ligne qu'on a ici est égale à un enregistrement de blocs de cette manière-ci, hein, si on le regarde comme ceci. Donc on va avoir plusieurs éléments qui vont être enregistrés. Alors je ne sais pas si ça va passer si je fais ceci, voilà. Et donc on va pouvoir retrouver nos enregistrements sous cette forme-ci. Je ne vais pas tous les faire. Derrière, donc c'est ce qu'on va appeler des chunks, donc des morceaux de notre base, hein, finalement. Les différents moteurs, donc si on en cite quelques-uns, on va avoir MySQL, MariaDB, PostgreSQL. C'est souvent des moteurs qui sont historiques, on va dire, hein, puisque c'était le modèle qui est, on va dire, historiquement le plus utilisé de base. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes d'utilisation? En termes d'opération, ça va donner des conséquences qui vont être assez différentes. Pourquoi? Alors, première chose, donc dans ce mode RAW, qu'est-ce qui va se passer? Si je recherche quelque chose, je vais avoir, par exemple, ici, si je veux rechercher, par exemple, les données de Anne, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je scanne dans un premier temps l'intégralité de toute ma ligne qui est là. Je vais m'apercevoir que Anne n'est pas ici, et ensuite je vais repasser ici pour m'apercevoir que j'arrive à Anne effectivement à cet endroit-là, et donc de fait je vais récupérer l'intégralité assez facilement, l'intégralité de l'ensemble des données de Anne. Malheureusement, dans ce process-là, ce qu'on voit, c'est que on va parcourir beaucoup ici, beaucoup de chunks, beaucoup de morceaux, et donc de fait, on va utiliser beaucoup d'IOPS. Là, on voit l'intérêt derrière, bien sûr, SSD versus HDD, donc en termes de performance de lecture et d'écriture. Mais là, donc, on a besoin de scanner vraiment, de parcourir l'ensemble des datas, y compris la colonne sur laquelle on n'est pas forcément, les colonnes sur lesquelles on n'est pas forcément en train de travailler. C'est-à-dire que si je recherche les données de Anne, ça revient à faire un where f1 égale Anne, il va falloir quand même que je parcours aussi les données
qui ne sont pas référentes à Anne, qui ne sont pas référentes pardon, à la colonne, donc l'ID, le F2, le F3, etc. Donc ça fait parcourir vraiment beaucoup de data, pas forcément pour l'opération que l'on souhaite réaliser. Mais par contre, le gros intérêt, c'est qu'une fois que j'ai trouvé Anne, je vais pouvoir très facilement récupérer l'intégralité des données de Anne, voire les mettre à jour. C'est-à-dire que si je veux faire un update donc de l'âge de Anne, très facilement, je vais rechercher Anne, c'est-à-dire que si je fais un update where F1 égale Anne, et je vais faire un update set on va dire de l'âge, je vais pouvoir très facilement le faire, puisque une fois que j'ai trouvé Anne, je peux manipuler très facilement les données de Anne. De la même manière, si je fais un select d'une colonne en particulier, par exemple la colonne 1 ou la colonne 3 par exemple pour récupérer l'âge, donc si je fais un select de F3 where F1 égale Anne, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le coût de cette recherche va être la même que si je faisais un select étoile finalement, donc le scan va être exactement va être réalisé de la même manière et va être aussi coûteux. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête. Une fois que j'ai trouvé la donnée de Anne, finalement très facilement, je peux agir soit facilement sur un des champs, soit sur la totalité des champs sans problème. Si j'ai une donnée à rajouter, je vais pouvoir aussi facilement la rajouter puisque je me mets au bout des data files, je vais pouvoir rajouter ma ligne en question. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi très important. Donc on est efficace en matière de lecture et d'écriture quand on est sur une donnée individuelle. On va être très très efficace dessus, notamment quand on va faire des where, on va être très efficace, et sur les updates aussi notamment, on va être aussi extrêmement efficace. L'ajout va être très simple, comme je vous disais, l'update va être très facile, mais par contre, là où ça va être beaucoup plus délicat, c'est que si par exemple je veux faire une somme ou une moyenne de l'âge de l'ensemble de mes protagonistes, imaginons qu'ici j'ai pas des millions ou des milliards même de lignes d'identifiants avec des âges différents, je veux faire une moyenne d'âge, si j'ai 1 milliard de personnes en format RAW, il va falloir que je scanne l'intégralité de mes éléments que je récupère. Donc on va se mettre comme ceci, hop, on va scanner, que je récupère à chaque fois ici la valeur qui correspond au niveau de l'âge, et qu'à la fin, effectivement, je fasse mon calcul de moyenne de cet élément-là. Ça veut dire que je vais parcourir l'ensemble des blocs pour ça, pour pouvoir calculer les éléments. Et donc, si j'ai beaucoup de colonnes et en plus que j'ai beaucoup de lignes, eh bien, je vais me retrouver avec un calcul qui va être extrêmement coûteux en termes de scan et qui va demander éventuellement beaucoup de temps. Donc ça, c'est une des problématiques. C'est pourquoi, derrière, on parle de type de base de données OLTP versus OLAP. Donc OLTP, c'est Online Transactional Processing. Donc c'est le modèle transactionnel qu'on retrouve finalement avec les formats RAW. Versus donc l'autre type de modèle de base de données, Online Analytical Processing, donc pour faire ce qu'on appelle plus trivialement de l'analytics, c'est-à-dire l'analytics, ça va être des calculs sur des colonnes, des sommes, des moyennes et des choses plus élaborées, mais qui vont être plutôt de l'ordre du calcul de l'ordre statistique, on va dire, si on voulait parler un petit peu autrement. Donc nous, ce modèle RAW est très efficace sur une transaction, et peu importe, je dirais, ce qu'on veut faire sur cette transaction, si on veut faire un update dessus, si on veut faire de l'insert également, on va pouvoir le faire facilement, etc. Donc ça, c'était pour le format RAW. Pour le format colonne, comment ça se passe du coup? Eh bien, ce format colonne, donc on va être ici, colonnes. Hop là, je suis passé dans une autre couleur. Bah tiens, on va se mettre sur une couleur verte, par exemple. Et derrière, donc, on va repartir sur... on va toujours avoir de toute façon des data files pour stocker nos données, avec toujours des chunks, donc des morceaux de data. C'est la manière qui est relativement la plus efficace pour pouvoir travailler. Et derrière, par contre, le stockage va être relativement différent. Donc là, on avait ce mode-là. Alors je vais faire comme ceci, on va supprimer ces éléments-là. Hop, voilà. Hop. Ouais, bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça, voilà. Donc, on avait ce mode-là. On va passer donc dans un mode qui va être complètement différent. Si je passe ici,
Comment va se passer les choses? Alors on va le faire même de manière un peu exagérée. On va le faire comme ceci. On a ici 4 colonnes et donc on va avoir un stockage qui va se baser sur les colonnes. Première colonne, on va avoir la colonne, on va dire 3 colonnes plus exactement, puisqu'on va considérer qu'on a un identifiant unique, une clé qui va permettre de répartir les éléments. Derrière, donc on va avoir par exemple Paul, et on sait que Paul, il correspond à l'identifiant 1. On sait que Pierre, il correspond à l'identifiant 2. On sait, et vous voyez qu'on met toujours derrière un élément qui va permettre de scinder les choses. On va retrouver également donc Julie, ici, qui est le 3. On va retrouver également Anne, qui est le 4. Donc ça, c'est un stockage de type colonne. Pourquoi? Parce que dans chaque... quand on va distinguer, on va splitter, on va découper sous forme, les colonnes, sous forme de stockage dans nos blocs qu'on va retrouver dans nos data files ici. Derrière, donc du coup, si on doit continuer ce mode-là, qu'est-ce qui va se passer? Pour le 1, ici, donc on va garder notre identifiant, puisqu'on est obligé d'avoir quand même un identifiant, mais on va passer ensuite au champ 2. Donc on va dire que pour le 1, par exemple, c'est quand, donc ici, on va retrouver Paris pour le 2, ce qui nous permet de faire le lien avec Pierre. On va retrouver pour Julie Lyon, et on va retrouver Lille pour Anne, mais qui est l'ID 4. Et ensuite, ainsi de suite, comme ceci. On va retrouver ici donc l'âge ici de Paul. On va retrouver l'âge ensuite de Pierre, celui de Julie et celui de Anne, comme ceci. Alors là, bien sûr, il y a aussi de forts avantages, mais aussi de forts inconvénients à travailler avec ce modèle de base de données. Quelques exemples de bases de données qui existent sous ce format-là, Cassandra par exemple, ClickHouse, Snowflake, et encore bien d'autres que vous pourrez retrouver aussi dans les services managés de cloud provider. Également les time series database. Et bien sûr, pourquoi? Parce que tout simplement, on peut imaginer des métriques et que chaque colonne représente une métrique. On va voir avec ce qu'on va exposer par la suite, mais on a un grand intérêt à avoir une métrique stockée par ligne, par ligne de cette manière-ci, au niveau de chacun des chunks et des data files en question. Alors les opérations, c'est facile si on a un travail sur une colonne, effectivement, parce que si on reprend le cas de ce que l'on avait tout à l'heure, je veux faire, par exemple, la moyenne, ce qu'on avait tout à l'heure, tout simplement la moyenne de l'âge, et bien finalement, je vais prendre uniquement le data file en question, et je vais faire ma somme, ma somme, puis diviser par le nombre d'éléments. Et ça, je vais pouvoir le faire très rapidement, puisque finalement, j'ai pas besoin de scanner comme on avait tout à l'heure, on scannait toutes les lignes, avec plein d'éléments qui sont scannés, qui sont complètement inutiles. Là, en l'occurrence, je vais être extrêmement efficace. Donc, pour ce type de choses, on va être efficace. On va être efficace, donc voilà, pour tout ce qui est traitement sous forme de colonne, c'est quelque chose qui est assez pratique. On parcourt du coup moins de blocs, mais si plusieurs colonnes, alors là il manque le petit étoile, ça va devenir plus compliqué. C'est-à-dire que par exemple, imaginons qu'on reprend le même calcul que tout à l'heure. Tout à l'heure on disait, voilà, moi ce que je veux c'est, par exemple, l'âge de Anne. Admettons que je veuille faire la même chose. Donc première chose, il faut que je trouve la valeur de Anne pour pouvoir faire mon where sur Anne. Donc là, je vais aller chercher Anne. Je sais que Anne, donc il me faut son identifiant, donc je sais que Anne a l'identifiant 4. Après, il va falloir que j'aille rechercher chacun des éléments de Anne. Donc il faut que je la retrouve dans chaque ligne. Donc je parcours la ligne suivante et je vais aller rechercher Anne ici. Alors bien sûr, on fait abstraction de tout ce qui est index, etc. Mais voilà le principe de fonctionnement qu'il faut en retenir pour essayer de comprendre un petit peu mieux les difficultés des uns et des autres, ou l'avantage des uns et des autres. Ensuite, on fait la même chose ici pour l'âge, et on va retrouver la valeur de Anne à cet endroit-là. Et c'est seulement après avoir récupéré l'ensemble de ces éléments que je vais être capable de fournir et d'agréger les choses et de dire, voilà, Anne a l'identifiant 4, elle habite à Lille et en même temps elle a un âge de 44. Alors que pour l'autre c'était différent, c'est qu'on allait très rapidement, donc on est obligé de scanner l'intégralité, mais on retrouvait Anne assez rapidement, et une fois que je l'avais trouvée, finalement j'ai ces données juste à côté.
Donc ça a donc des limites, hein, comme on le voit, hein, c'est que si je travaille sur plusieurs colonnes, on a quelque chose qui est relativement complexe. Si on a beaucoup de colonnes, ça peut être extrêmement beaucoup plus compliqué. Alors il y a 2 fois la même ligne, c'est pas grave. Alors ça va devenir aussi difficile, donc effectivement quand on a un where, mais quand on va vouloir mettre à jour une donnée, ça va être exactement la même problématique, c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord que j'aille rechercher l'identifiant en question. Par exemple, si je veux mettre à jour l'âge, première chose, je vais aller chercher donc l'identifiant de Anne ici. Donc je sais que c'est l'identifiant 4, et ensuite, si j'ai une seule colonne à mettre à jour, bon, ça va aller encore assez vite, je vais me rendre dans le data file qui correspond à la colonne en question, et je vais pouvoir me rendre dans celle de l'âge, mettre à jour l'âge en question. Si j'ai plusieurs colonnes à mettre à jour, là encore, ça va être un petit peu plus délicat. Donc là, ce qu'il faut en retenir, c'est que globalement, on va être extrêmement efficace quand on va être sur du clé-valeur avec une base de données de type colonne, puisque tout simplement, bah voilà, quand on a une seule colonne, on va avoir quelque chose qui est très très efficace, puisqu'il va être stocké sur un nombre restreint de data files en question. Alors, derrière, donc, toujours pour en revenir avec notre OLTP versus OLAP, là, en l'occurrence, donc on n'est pas sur du OLTP, on est sur du OLAP, c'est-à-dire du Online Analytical Processing, pour faire de l'analytics. L'analytics, comme je vous disais, c'est du traitement sur colonne, hein, dans notre cas de figure. C'est aussi le cas pour les Time Series Database, c'est-à-dire que si je travaille sur une base de données de type métrique, par exemple, j'ai tous les load average de tous mes serveurs. La métrique en question, elle s'appelle load average, par exemple. Eh bien, je vais pouvoir stocker tous les load average dans un même data file, avec des chunks qui vont être liés. Et derrière, je vais pouvoir dire, bah, écoute, la valeur des load average, je sais qu'elle est là, donc derrière, je vais pouvoir facilement sélectionner l'ensemble des éléments, éventuellement travailler sur plusieurs serveurs à la fois, et donc on va retrouver quelque chose qui est plus économique en termes de scan plutôt que l'autre type de base de données, le type RAW. Voilà, donc j'espère que ces notions ont été intéressantes pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors il y a plein de petites choses qui sont nécessaires pour compléter cette approche, hein, mais ça c'est quelque chose qui est assez important à avoir en tête quand on veut faire un choix, hein, finalement, de moteur de base de données suivant le type d'usage qu'on va avoir à réaliser et le type d'utilisation et de traitement d'exploitation de la donnée qu'on va faire derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.